Enclavé dans l'Union sud-africaine, le Lesotho, ou Basutoland, est un territoire semi-autonome pendant de la couronne d'Angleterre. Dans cette province montagneuse, qui lui a valu le titre de Suisse sud-africaine, nous missions à l'œuvre depuis 1833. Au cœur du continent sud-africain, les montagnes bleues sont le château d'eau de l'Afrique du Sud. Leurs sommets les plus élevés dépassent 3600 mètres d'altitude et sont en hiver saupoudrés de neige. L'avion permet une vue d'ensemble de la cascade de la Maletsunyane, inaccessible autrement. Ces montagnes recèlent des trésors paléontologiques. L'érosion qui burine profondément la surface du sol a mis au jour des ossements fossiles de dinosaures et d'autres créatures antédiluviennes. Une récente mission paléontologique française, envoyée par la recherche scientifique, a mis au jour quantité de spécimens des plus intéressants. Ce sont des fragments de squelettes, humérus ou fémur. Le pays a été peuplé par les Bushmen. Peuple de chasseurs nomades, ils ont pendant des siècles couvert de peintures rupestres les parois des cavernes dans lesquelles ils accomplissaient des opérations magiques. Peintures merveilleuses dont le dessin et les vives couleurs font notre admiration. Puis, en 50 ans environ, sont venus du nord des Bantus, les Basuto, qui ont donné au pays des montagnes bleues son nom de Lesotho. Ils étaient peu nombreux à l'origine et conduits par Moshesh, leur chef vaillant et sage, ils cherchaient dans les montagnes une protection contre les ravages du Zoulou. De pasteurs qu'ils étaient, ils sont devenus agriculteurs. Ils travaillent la terre avec des charrues, plus souvent à la houe. Ce sont alors les femmes à qui ce travail incombe. Pour rythmer leur travail, un danseur gesticule devant elles en chantant. À défaut de batteuses modernes, divers procédés élémentaires sont employés pour battre le blé sur des aires de terre battues.
On cultive aussi beaucoup de maïs. Le décortiquage des épis est un travail long et pénible. La culture la plus populaire est celle du sorgho. Les passereaux en sont aussi friands que les basutos. Il faut faire bonne garde pour que la récolte ne soit pas pillée. Tous ces grains sont conservés dans de grandes corbeilles d'herbes tressées. Pour lutter contre l'érosion du sol, on a enseigné aux cultivateurs à tracer leurs sillons selon les courbes du niveau du sol. Les torrents qui, par leur crue subite, causaient de grands dommages, digués et régularisés par des barrages qui permettent aussi l'irrigation des champs. Qui donc pourrait jouer de la flûte de la sorte, sinon un berger? Ils font ainsi dans le monde entier. Les moutons mérinos sont une des richesses du pays. La plus grande partie de la laine de leur toison est exportée. C'est même la principale exportation du pays. Cependant, une partie de la laine est utilisée sur place. Les femmes ont appris jadis, à l'exemple des femmes de leurs missionnaires, à carder cette laine, à en faire des mèches qui sont ensuite filées au fuseau et même au rouet. Elles savent fort bien aussi tisser les fils ainsi produits. En faire des châles. Et des tapis de haute laine. La bouse de vache mêlée à de l'argile, un ciment merveilleux. Les fosses dans lesquelles on engraisse les bœufs sont de précieuses carrières de bouse. À la bêche, on la découpe en mottes que l'on fait sécher au soleil. C'est là le principal combustible dans ce pays où le bois est si rare. Mêlée à de l'ocre rouge ou jaune, la bouse donne un enduit très solide et imperméable que l'on utilise sur les parois des maisons.
décoration à la fourchette, pourquoi pas? Mais cela doit vous rendre un peu méfiant à l'égard de la fourchette qu'on pourrait trouver à côté de son assiette. Les spectacles sont rares et la distraction peu nombreuse pour les enfants. En voici un qui découpe un bonhomme dans une feuille de cactus. Voici des spectateurs attentifs. Ils regardent maman qui fabrique avec dextérité une cruche selon un procédé fort ancien. L'usage du tour est inconnu. Ils regardent aussi leur grande sœur qui moule le grain entre deux pierres. Spectacle quotidien, prélude du repas frugal qu'ils attendent avec impatience. Mais ce sont là des occupations bien paisibles pour la nombreuse marmaille. Il est plus amusant d'essayer de se procurer des fruits du figuier de Barbarie. Mais attention, qui s'y frotte s'y pique. Il faut bien des précautions pour en venir enfin à savourer avec quelle gourmandise l'acidité de la figue. Pour assaisonner la bouillie de maïs que les petits bergers ont emportée en menant paître leurs moutons, ils chassent un gibier à leur taille, des souris des champs. Il faut pour cela beaucoup de patience, de ruse et d'adresse. Et aussi un peu de cruauté. Mais pour finir, quelle délicieuse grillade! Le cône bizarre de la montagne de Kilowané a servi de modèle au chapeau que portent les hommes. Ce sont les hommes qui tressent les herbes. En voici un qui fabrique une grande corbeille à grains. C'est un chef, comme l'indique la couronne, qui est sur le sommet du toit de son habitation. L'herbe est la matière première universelle. On en fait aussi des nattes de toutes sortes, des paniers, les toits et les parois intérieures des cases et quantité d'autres objets. Il est dans ce pays d'autres pasteurs
et d'autres troupeaux. Le pasteur Moteane, la veille de sa consécration pastorale, est venu voir son aîné, le pasteur Patsoe, pour avoir avec lui un dernier entretien avant cette cérémonie. Ensemble, sur la montagne, ils méditent et ils prient. À leurs pieds, le pays s'étend à perte de vue. Ces monts et ces vallons où vit ce peuple, ce troupeau dont ils sont les bergers. Comment l'Évangile est-il venu dans ce pays? C'est une histoire fort ancienne que Mpatsoe entreprend de raconter à son jeune ami. Il lui dit l'arrivée en 1833 de jeunes missionnaires français dans la tribu de Moshesh. Thomas Arbousset, l'ardent évangéliste, Eugène Casalis, qui devint le conseiller du grand chef, et leur jovial et ingénieux compagnon, l'artisan Gosselin, premier constructeur de maisons. Plus tard sont venus Germont, Mabille, dont le labeur littéraire fut immense, Coyard, qui devait ensuite aller aux Ambèzes, et Lamberger, qui vécut des aventures dramatiques. Exilé par des conquérants bourgs et résolu à ne pas quitter ses paroissiens, pendant 7 ans, il vécut avec les siens à Massitici, dans une grotte qu'il avait aménagée. Faute de mieux, c'est dans le rocher qu'il avait taillé un canapé confortable de forme, certes, mais un peu dur tout de même. Le grand chef Moshesh opposait une résistance opiniâtre à l'envahisseur blanc. Son village, au sommet de la montagne de Tababossiou, fut longtemps assiégé par les Anglais, qui furent, après un rude combat, repoussés avec perte. L'intervention pacifiante des missionnaires permit de rétablir la paix qui, depuis bien longtemps, n'a plus été troublée. À son tour, Moteane raconte sa vie. Instituteur mobilisé pendant la guerre, c'est dans le Proche-Orient qu'il reçut vocation pour devenir pasteur. Quelques années passées à l'école pastorale, et nous voici au grand jour de la consécration. Le corps pastoral tout entier est venu entourer le candidat. La foule est accourue en trop grand nombre pour être contenue dans un temple et la cérémonie a lieu en plein air.
La lointaine paroisse où il doit exercer son ministère se trouve à 4 jours de voyage à cheval. Cela lui permet, en cours de route, d'avoir un aperçu des problèmes de cure d'âme qui se poseront à lui. Il passe la nuit dans le village du vieux chef païen. Au coucher du soleil, il observe des joueurs de marelle. Leurs gestes et leurs jeux ressemblent étrangement à celui que joue le sorcier, disant la bonne aventure et vendant des charmes. On le consulte toujours en cachette, malgré ce que peuvent dire les évangélistes. Pauvre vieil aveugle, Motiané voudrait pouvoir lui communiquer une lumière intérieure. Et ce jeune homme, portant des amulettes, lui apprendra-t-il que le Seigneur est plus puissant que les malins esprits dont il veut se défendre par ses talismans? Décidément, dans ce district, bien des choses ne vont pas comme elles devraient. Voyez comme cette école est délabrée. Ne devrait-on pas la restaurer? La petite institutrice fait ce qu'elle peut, mais les enfants peuvent-ils faire des progrès dans une telle ruine? Que de problèmes se présentent aux jeunes pasteurs. Que de soucis, que de misère ils voudraient soulager. Que de ténèbres ils voudraient illuminer. Que d'âmes pour qui prier.
La nuit ne durera pas toujours. Courage, Météanée. Réunion de district avec les missionnaires pour étudier ce qu'il faudrait faire. Que de décisions à prendre pour lesquelles il faut de la bonne volonté et de l'argent. Mais il ne faut pas plaindre sa peine. Allez par monts et par vaux, chercher les âmes là où elles sont, dans leurs peines et dans leurs soucis quotidiens. Il faut leur parler, réunir les vieux et les jeunes pour les instruire sans se lasser, semer la bonne parole dans l'espoir d'une récolte. Pauvre mère, son sourire dissimule mal ses craintes. Son pauvre petit a-t-il été piqué par une araignée? Ou par un scorpion? Le plus sûr est de l'envoyer au dispensaire, où il trouvera des soins compétents. Météanée, toujours prêt à rendre service, finit par entraîner la masse. On l'écoute, on le consulte, on vient le chercher. Et même aux heures où il voudrait jouir en famille du repos du soir, des messages urgents l'appellent au loin.
voilà que les villageois se concertent pour la restauration de l'école. Grand et coûteux effort. Mais c'est fait, la cloche sonne pour la rentrée. Dans un cadre rénové, les méthodes modernes ont plus de charme. Ko-la-Koé, c'est le nom du hameau. Le centre rayonnant de cette activité, Morija, capitale de la mission et des grandes écoles. Il faut l'avoir vu un jour de grande fête. Des quatre vents des cieux on est accouru. Les uns sont venus à cheval. D'autres se sont entassés dans de vieux cars asthmatiques, dans lesquels, pendant bien des heures, ils ont été cahotés sans ménagement, malgré la devise du véhicule, Rata Wahena, qui signifie « aime ton prochain ». D'autres encore se sont empilés en famille sur de grands wagons traînés par 6 ou 8 paires de bœufs. Ces grands rassemblements autour de temples trop petits sont choses fréquentes. L'Évangile a été annoncé dans les montagnes bleues et les paroisses se sont multipliées. Il y a 150 ans, quelques pionniers ont semé la semence de la parole sur le roc du paganisme. Et le roc s'est fendu. Oui, des âmes qui se prosternent devant leur Sauveur.